Bienvenue à tous pour ce premier épisode de Sur la piste. Le concept est simple, nous allons marcher, nous allons discuter avec un ou une invitée. Et premier invité, Jean-Robert Day. Bonjour Jean-Robert. Bonjour Thomas. Merci d'être là, tout va bien? Tout va très bien. Eh bien, Jean-Robert, pour cette première interview pour notre chaîne, je te propose d'avancer. Nous allons discuter un peu, discuter de ton parcours, discuter de tout ce que tu as fait, discuter aussi de tes petites blagues que tu peux nous faire de temps en temps aussi. En tout cas, Jean-Robert, c'est un ancien grand coureur de sacrées performances qui s'est reconverti en coach, qui s'est même reconverti en photographe de course à pied. Ça en fait des reconversions, mon cher Jean-Robert? Oui, si on veut. Disons, grand coureur. Mon frère et mon fils étaient nettement meilleurs que moi. Au niveau pratique d'athlétisme, 54 années de course à pied. Disons que je continue à courir, mais les problèmes de santé font que j'ai dû mettre pédale douce, comme on dit. Tu as commencé l'athlétisme à 14 ans, c'est bien ça? À 14 ans, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie, la flamme de continuer dans le sport, dans la course à pied? C'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Disons que je l'ai toujours pratiqué uniquement pour garder la condition physique. Et d'ailleurs, même après, si je me suis occupé de mon fils, de mon frère à certains moments, d'autres coureurs, puis de Virginie, de Catherine et tout, et d'autres coureurs qui m'ont quelquefois demandé un peu de les accompagner dans leur entraînement, ça a toujours été la santé avant tout. D'accord. Ça a toujours été ça. Disons, la performance, c'est important. Mais pour être une étoile filante, c'est pas tellement intéressant. Donc, vaut mieux quelquefois avoir une progression lente, mais qui dure dans le temps. D'accord. Quand tu étais adolescent, est-ce que ce sont vraiment tes bonnes performances déjà jeunes qui t'ont poussé à continuer, ou c'est simplement parce que tu avais envie, parce que tu aimais cela? J'aimais la course à pied. Quand j'étais à l'école, au collège, je vais dire que quand on avait gym, j'espérais qu'il y avait une course à pied, qu'on faisait un jogging. Ça me permettait de me mettre en valeur. Puis j'ai pu me mettre en valeur lors des crosses interscolaires. Puis il y a eu l'armée, 2 ans, où j'ai eu la chance de pouvoir, avec Jean-Jacques Ravet, me retrouver à l'école d'infanterie avec André Schepens, l'entraîneur national militaire belge. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe nationale parce que j'étais pas assez doué, mais j'ai côtoyé des grands champions comme Debec et d'autres qui ont été champions du monde de cross. J'ai pu, grâce à ça, à l'armée, avoir des conditions de vie meilleures, quoi. Exempt de corvée, exempt de piquet, exempt de garde, puisque de toute façon, on avait un entraîneur où c'était l'athlétisme qui primait, et donc régulièrement on partait pour les crosses intercorps, et ça nous permettait donc d'avoir des congés supplémentaires. D'accord. Et en parlant des dés, puisque c'est ton nom de famille, oui. Justement, c'est une affaire de famille, la course à pied et les dés. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir qu'il y a, comme cela, plusieurs membres d'une famille qui ont un peu la même passion et peut-être même le même talent. Enfin, si je dois citer, évidemment, ton frère malheureusement décédé, Stéphane, très bon coureur. Ton frère Francis, que l'on salue, très bon coureur. Ton fils Stéphane César, lui aussi très bon coureur, vainqueur de l'accro. Enfin, Jean, à un moment, est-ce que c'est dans le sang ? Ou est-ce que c'est justement peut-être une mentalité familiale, le travail, il y a quand même quelque chose. Je le dis comme je le pense, par rapport à mes frères, j'étais le moins doué. Ah oui? Avec honnêteté, je n'ai jamais été aussi doué qu'eux, et d'ailleurs Francis était beaucoup plus doué. Mon fils Stéphane César était peut-être encore plus doué, puisqu'il a gagné l'accro avant 18 ans. Mais disons qu'à la différence de mon frère, qui est encore en vie, c'est que moi j'ai toujours pratiqué, j'ai jamais arrêté. Ah ouais. J'étais peut-être le moins doué, mais le plus, celui qui aimait le plus la course à pied. Est-ce qu'on peut dire le plus bosseur aussi ou pas? Disons que peut-être, je ne sais pas, tout ce que j'ai obtenu comme résultat, c'est à force de travail, alors que mon frère
étaient peut-être moins bosseurs que moi et mon fils certainement aussi moins bosseur. Eux, c'était plutôt sur le don. Moi, j'arrivais à faire des résultats moyens sur le travail. Et tu as abordé tout à l'heure certaines de tes performances. Si tu devais revenir sur l'ensemble de ton parcours, de quelle performance es-tu le plus fier? Oh, j'ai un souvenir des 30 km ici sur cette piste, donc 75 tours. Et j'ai encore le record du club qui n'est pas excellent dans le sens de la performance, 1h58-40. Mais je l'avais fait juste une semaine après un marathon. Je l'ai fait par hasard. On avait prévu un 30 km sur la piste. Et je me suis inscrit. Je l'ai gagné. On était peut-être une dizaine au départ. On a terminé à 2. Le deuxième en dessous de 2 heures également sur la piste. Mais bon, voilà. Ça, c'est un beau souvenir. Le deuxième, c'est mes 2h46, 2h46-18 au marathon. Ouais. Et en 1985. En 1985. Peut-être encore une autre performance qui te vient en tête? Oui, une autre, c'est aussi dans les fins des années 80. J'étais parti dans les Alpes de Haute-Provence et j'ai fait tous les cols mythiques cette année-là. J'ai couru l'Iséran, le Calibier, l'Alpe d'Huez. J'ai fait tous les cols. À peu près tous les jours. Je partais et c'était pour monter un col en courant, dont le Galibier qui est à 2700 et des mètres, et ça allait quoi, je montais ça en mon train. Et une anecdote, c'est à l'Alpe d'Huez où dans les premiers lacets, il y avait un gros peloton de cyclos qui entamait le col, et donc à peu près à mi-parcours, je commençais à reprendre des cyclos. Et donc je reprenais cyclo par cyclo. Je ne les ai pas tous repris, mais disons que c'était assez cocasse, une expérience assez que je n'oublierai jamais, parce que ce gros peloton, disons, j'en reprenais, je vais peut-être dire que s'il y avait un peloton de 70-80 cyclos, j'en ai peut-être repris 30-40, quoi. Mais disons que je ne courais pas seul, puisqu'à chaque fois j'avais un point de repère, quoi. C'est incroyable. Mais Jean, parce qu'on t'appelle souvent Jean. Hein, oui, malheureusement. Je dis malheureusement. En même temps, c'est toi qui as mis Jean Jogging Photo. Ouais, c'est ça. Pas mis Jean Robert Jogging Photo. Donc voilà, on a excusé. Donc je voulais dire, malgré tout, quand tu te rends compte que tu es capable de ce genre de performance, comme celle que tu viens de citer, ça reste quand même assez incroyable et tout le monde n'est pas capable de cela, loin de là. Est-ce qu'il y a quand même une certaine fierté en disant « Waouh, je suis quand même bon dans ce que je fais ». Disons que j'ai la fierté d'avoir toujours couru, que malgré les ennuis de santé, je continue à faire 2 à 3 fois par semaine, 30, 40 et quelquefois un peu plus si le corps le permet. Ouais. Mais disons que pour moi, la course à pied, c'est synonyme de continuer à vivre. D'accord. Ah ouais. Donc, tant que je peux courir, j'ai l'impression de continuer à vivre. Alors là, j'ai envie de rebondir avec une question que vous allez poser plus tard. Mais si aujourd'hui, tu fais des photos de coureurs, si tu es présent sur des courses à pied en tant que photographe, est-ce que c'est aussi pour toi un moyen de rester en contact avec le monde de la course à pied? Maintenant, je dirais que oui. Mais au départ, j'avais plus envie d'aller sur les courses parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Ah ouais. Et donc, le fait d'aller aux courses, regarder, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça fait trop mal. Et donc, par après, il y avait les enfants qui couraient, il y avait Virginie, il y avait Catherine, il y avait Stéphane César. Je me disais, je vais les prendre en photo. Et puis, en le prenant en photo, de temps en temps, il y avait quelqu'un que je connaissais, que je prenais en photo. Et puis, qui me disait, tu me les enverras. Et puis, pour finir, il y avait encore des personnes qui me demandaient des photos. Que pour finir, je me suis dit, autant tout prendre et autant tout faire. Et donc, mais pour que le temps passe et que j'arrive à rester, il faut que je commence à faire des photos quand j'arrive, jusqu'au moment où je vais partir. Ça me libère l'esprit, ça me permet d'être dans mon monde, à prendre des photos pour faire plaisir aux gens. En même temps, ça me fait plaisir, en même temps, ça m'occupe. Quand je rentre à la maison, ça me prend un temps fou.
à préparer les photos, à mettre un petit sous-titrage avec Jean Jogging Photo, puis les poster sur Facebook, ça prend un temps fou. Oui, Quand Facebook veut bien. Quand Facebook veut bien. Et donc voilà, et donc ça me prend, allez, je vais dire, si la course a lieu le samedi, ben, j'en ai jusqu'au mardi. Ah là 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 là. Et oui. donc j'oublie un petit peu mes soucis. Ben c'est bien, c'est très très bien. Oui, parce qu'en plus, tu prends des centaines, voire des milliers de photos, parfois par course, donc quel volume. Bon, avoue quand même, hein, Jean, mon cher Jean-Robert, que tu dois te moquer de certaines personnes qui ont des têtes peut-être un peu bizarres pendant la course et que tu n'as pas forcément publiées. Tu as parfois des expressions qui doivent être un peu spéciales, non? Ça pose pas de problème, puisque ce sont quand même des photos où la personne est prise dans la souffrance. Ah, oui. Et donc, mais disons que je fais de temps en temps un petit peu plus attention à certaines dames qui sont un peu plus coquettes et qui me demandent de faire attention lors d'un cliché ou l'autre. Oui. Ça peut arriver. Ou alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait vraiment une grimace qui peut vraiment dévaloriser la personne. Mais autrement, il y a des grimaces très comiques, des moments très comiques, des clichés très comiques. Je vais même encore prendre l'exemple, c'était le Club Date qui, avec Cécile Moutier, et j'oublie les noms des autres. Moi, j'étais près du podium pour faire les podiums. Et tout d'un coup, je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait un des membres qui les prenait en photo. Et donc, je me suis mis sur le côté et j'ai pris le type qui prenait en photo en train de prendre. Et donc, c'est assez cocasse comme photo. Wow. Et c'est très beau et c'est des moments, c'est des photos particulières et qui plaisent, quoi. On a eu l'exemple avec toi à Roucourt. Ouais. Hein, tu te souviens ce moment où j'étais là à l'imprévu et qu'une de tes amies a couru vers toi et qu'elle s'est sautée au cou, qu'on va dire comme ça. Au cou. Hein. Au cou. Et là, allez, je vais dire, la photo, c'est cocasse, c'est vrai. Mais c'est joli, c'est des souvenirs. Vraiment, c'est des choses particulières, quoi. Tu nous as bien eu ce jour-là. Voilà. Et je pense que quand on peut faire plaisir comme ça, c'est chouette. Oui, ça laisse de merveilleux souvenirs de course. C'est vraiment un grand plaisir. Donc, encore merci à toi et d'ailleurs à tous les photographes aussi des courses à pied, que ce soit de l'accro ou pas, de réaliser ces clichés et de nous les partager gratuitement. C'est vraiment génial. Ça nous permet de se remémorer aussi certaines performances ou certaines conditions, parce qu'il y a parfois des conditions spéciales, sous la pluie, le vent, pas évident de prendre des photos. Non, quand c'est comme ça, c'est très difficile. C'est vraiment les conditions. Les pires conditions, la pluie, c'est le pire de tout. Alors on essaie de se mettre à l'abri d'une manière ou d'une autre. Même le parapluie s'envole quand il y a du vent qui accompagne ça. Bon ben voilà, mais on fait ce qu'on peut. Tout à fait. Mais tu vois, Jean-Robert, tu nous portes chance, pas une seule goutte de pluie pour le moment. Tant mieux. Dernière question avant de laisser la parole à mon ami Maxence ici. Tu coaches quand même des gens qui ont beaucoup progressé, qui font de sacrées performances. Bon, évidemment, on pense à Virginie Dujardin, Catherine Dujardin, mais par exemple aussi, on salue Tariq Saïri, que tu coaches depuis un certain temps. Quelle progression! En quelques mois, Tariq n'était pas un champion, était un bon coureur, et là tu es en train de lui faire grimper les paliers. Quels sont tes secrets, Jean? Il n'y a pas de secret. D'abord, je ne me considère pas comme un spécialiste ni rien. Je tire simplement les enseignements de tout mon vécu de coureur, que de ça. Je fonctionne aussi sur l'ancien système, donc je reste ringard dans tous mes plans d'entraînement. Les évolutions technologiques, tout ça, j'utilise très peu, mais il n'y a rien de secret. Je dis aux gens, toute personne qui veut s'entraîner, qui veut progresser, il faut qu'elle comprenne une chose. La base de tout, c'est de courir lentement. 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 Plus on court lentement, plus on va vite. C'est difficile à comprendre. Tariq, ses plans d'entraînement, c'est 6 minutes au kilomètre. Alors qu'il court en 3,50 maintenant en course. Mais les gens ne comprennent pas que courir lentement leur permet de récupérer. On court, on fait l'entraînement. Il va prendre plus longtemps pour faire 10 ou 15 km, puisque à du 6 minutes, si on doit faire une sortie de 15 km, on va mettre 1h30.
Mais simplement, quand on a fini sa séance, on n'est pas fatigué. Et on a toutes ses réserves pour la course. Ok. À côté de ça, bien sûr, il y a des fractionnés, de la résistance. Mais encore une fois, on n'est pas des champions, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des vedettes. Il faut laisser à l'athlète le temps de récupérer, même si c'est 4 ou 5 minutes entre ces 1000 pour qu'il récupère. Ok. L'important, c'est que le travail soit fait comme il faut. C'est ma façon de faire. Ouais. On peut la critiquer. D'accord. Elle n'est pas acceptée comme moi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas de secret. Mais bien sûr, il faut une base d'entraînement à côté de ça. Et moi, je dis toujours, la moyenne, c'est 4 fois semaine avec la course. D'accord. À partir de là, on peut avoir des résultats raisonnables. Bon, bah maintenant, c'est à mon tour. Donc, on a déjà eu le temps de faire un bon 400 mètres Voilà. pour apprendre déjà à te connaître. Moi, la question de base et que j'aime bien poser à tous les coureurs, c'est pourquoi la course à pied? Pourquoi avoir choisi ce sport-là et pas un autre? Je ne sais pas. Disons que un vélo, ça coûte cher. C'était le sport le moins coûteux. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on était gamin, moi je viens d'une famille modeste, et le vélo ça coûtait cher, tout coûtait cher, tandis que la course à pied, il n'y avait pas non plus toutes les baskets comme maintenant. Moi j'ai commencé avec des simples belles-mères à courir, et par après, on avait je me souviens, la première chaussure que j'avais, c'était une coque sportive bidensité. C'était la révolution. On avait besoin de ça, qu'on courait avec un vieux short, un vieux t-shirt. Voilà. Quand on voyait quelquefois des gens bien équipés, bien habillés, mais c'est pas ça qui les faisait aller plus vite que celui qui avait un vieux short, quoi. Donc c'était vraiment, on disait que la course à pied c'était le sport du pauvre, parce qu'il n'y avait pas d'investissement. Maintenant, je dirais que c'est plus comme ça, parce que quand on voit la technologie maintenant, nous, quand on s'entraînait, on avait un petit chronomètre et on prenait sur la piste. Et quand on travaillait des 400, tout ça, on était avec notre chrono et puis on regardait tous les 100 mètres, plus ou moins, si on était sur la bonne base de ce qu'on devait faire. Maintenant, les montres connectées, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Les baskets, ça coûte aussi facilement 200 €, sans compter maintenant avec les nouvelles semelles en carbone et tout ce qui peut exister. Maintenant, avec les tissus, tout ce qui est anti-transpirant, tout ça, quand on achète maintenant le jogging, ça coûte très cher. Donc, et quand on a une famille et qu'on court tous à pied, l'investissement, ça coûte également. Je dis pas que ça coûte aussi cher que le vélo, mais maintenant c'est devenu quand même un sport qui coûte beaucoup plus cher que quand j'étais gamin et que je courais à pied, quoi. Et est-ce que tu trouves justement parfois que en achetant les meilleures baskets, la meilleure montre, est-ce que parfois c'est un peu ridicule pour toi? Je crois que c'est dans l'air du temps. Les gens maintenant, ils regardent leur foulée, leur rythme, leur fréquence cardiaque et tout. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est pas ça qui fera courir quelqu'un plus vite et tout. Bon, ça peut être utile si on l'utilise de bonne manière, mais par contre, la basket, l'évolution qu'il y a eu, ça par contre c'est très important. Les habits, c'est secondaire, mais la basket, pour moi c'est là qu'il faut mettre le prix et encore, parce que il faut comprendre qu'une basket, que ce soit une Nike, une Pegasus, une Asics ou n'importe quoi, moi dans le temps j'ai essayé de courir en Asics. Mon frère tenait un magasin d'Asics, j'ai essayé de courir, ça ne marchait pas. Je pouvais prendre la basket et la jeter, j'avais dépensé de l'argent pour rien. Alors qu'en Nike, pourquoi? Là ça va, j'avais pas de problème. Et donc, moi je viens à dire, le coureur, monsieur ou madame tout le monde, qui court à pied et qui trouve une chaussure à son pied, qu'il la garde. Tant qu'elle est mise en fabrication, qu'elle ne change pas,
Et bon, bah, si on court en 5 minutes, c'est pas la chaussure avec des semelles en carbone qui va nous faire courir en 3 minutes. Hein. Donc ça changera pas grand chose, quoi. Est-ce que tu as une préférence plus à l'aise sur longue ou petite distance? Je sais que certains parfois font vraiment le choix de s'entraîner sur longue distance, d'autres sur des courtes comme 5, 10. Quand j'étais jeune, notre entraîneur Guy de Saint-Martin, qui était directeur du collège Notre-Dame à Caen, et que c'était un ancien très bon coureur, disait toujours que j'étais un bon coureur de 800-1500. Mais à cette époque, il y avait très peu de courses sur route. Et dès que les courses sur route sont arrivées, ben, je ne pensais qu'à une chose, c'était de courir longtemps. Donc on avait des semi-marathons assez régulièrement. Et donc je vais dire que je me sentais mieux sur la distance intermédiaire, 15-20 km, 15 semi-marathons. Les plus courtes distances, j'aimais moins et j'étais moins bien préparé. Et le marathon, c'était aussi quelque chose qui était difficile et que je finissais quand même à chaque fois avec des gros problèmes à l'arrivée. Alors pour rester sur la thématique du marathon, c'est une question que j'aime bien poser à des gens qui font de la course à pied depuis plusieurs années. Tu as connu beaucoup de records du monde de marathon. Aujourd'hui, avec le récent exploit de Kevin Kiptoum, qui malheureusement nous a quittés, qui est passé sous les 2h01, avec toujours toute cette nouvelle technologie de chaussures qui l'a beaucoup aidé. Est-ce que tu penses qu'on dénature un peu la course à pied, à toujours vouloir chercher plus loin avec la meilleure technologie? On pourrait dire oui et d'un autre côté non, parce que de toute façon, vous savez, même on pourrait vous mettre demain des chaussures avec des ressorts, je ne sais pas. C'est quand même toujours le coureur qui fait la différence et le meilleur sera toujours le meilleur. Donc, vous savez, sur la piste ici, hein, vous courez, vous avez un rebond. Donc, ce rebond avec le tartan, c'est aussi une propulsion. Et ça aussi, ça permet d'aider à des meilleures performances. Alors, dans le temps, c'était des performances sur de la terre, sur de la cendrée. Maintenant, c'est des performances sur du tartan. Avant, on avait des chronométrages comme ça. Maintenant, c'est des chronométrages électroniques au centième, voire bientôt au millième pour départager. Donc, je pense que cette technologie, il faut l'accepter. Et je pense que le meilleur sera toujours le meilleur. Simplement, bah, les records sont faits pour être battus. Et voilà, c'est comme ça. Si aujourd'hui tu devais motiver quelqu'un à courir, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment tu pourrais le motiver à courir? Quelqu'un qui voudrait se lancer. Quelqu'un qui voudrait se lancer, je lui dirais va doucement. Va doucement, ne fonce pas. Va très doucement, prends le temps. Parce que sinon tu vas déchanter. Tu vas te blesser encore plus vite. Les gens sont fragiles. Il y a des gens qui sont plus fragiles les uns que les autres. Je ne reviens pas sur le nom d'un coureur des années 80 qui a gagné le challenge et qui était excessivement doué. C'était un garçon qui courait en 14:30 aux 5000 et qui, après quelques semaines, il revenait à bon niveau et il se reblessait automatiquement. Il était d'une fragilité incroyable. Il y a des personnes qui sont plus fragiles les unes que les autres, mais il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas non plus aller au-dessus de ses limites. Au début, c'est facile. Quand on commence à courir, si on n'a pas de surpoids, si on n'a pas d'embonpoint, si on est d'un physique sans problème, on va s'entraîner, on va progresser très vite, on va voir très vite une différence au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Mais si, dès qu'on commence à courir, on court trop vite, les 3, 4, 5 premiers mois, on ne va pas sentir cette fatigue. Cette fatigue, après, elle va s'installer. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que, oui, au début, il y a l'emballement, l'euphorie, il y a tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout à ce moment-là, essayer de bien dire à la personne de garder les pieds sur terre, de ne pas s'emballer et d'y aller de manière progressive, étape par étape. Il y a des gens, mettons, qui ont un certain embonpoint, qui courent pour perdre un peu de poids et retrouver la ligne, une certaine forme. Ces gens-là, ils vont peut-être commencer en marchant
puis courir un peu, alterner marche et course, et de plus en plus diminuer la marche et allonger la course. Et pour finir, ils vont être tout heureux d'arriver tout doucement et progressivement à courir 5-10 km sans forcer à leur allure et tout. Et par après, quand ces gens, mettons, ont perdu l'embonpoint, tout ça, ils peuvent commencer alors à ce moment-là à ajouter des petites séries de résistance ou n'importe quoi. Mais si on commence tout ça avec un embonpoint, avec ceci, c'est des risques de blessures supplémentaires. Et le problème, c'est qu'après, quand on... Moi, c'est mon cas, puisque j'ai toujours couru assez bien toute ma vie. Par après, quand on ne sait plus courir, ben on prend du poids. La course à pied, c'est quand même, comme n'importe quel sport, je pense, c'est quand même ingrat. C'est très ingrat le sport. On construit, on construit, on construit, et on a une blessure, on a une maladie, et la plupart des choses tombent à l'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du sport, on peut arrêter 1 an, 2 ans, c'est comme quand on roule à vélo. Le corps a emmagasiné, l'esprit a emmagasiné, et dès qu'on se remet en route, il y a des choses que notre cerveau a retenues, et donc ce n'est plus la même chose. Ça revient d'une manière plus facile. Ça aussi. Moi, je pense toujours à ces grands champions qu'on ne voit jamais qu'à la télévision, lors des championnats et tout. On ne voit pas tout le travail qu'ils font, toute la souffrance qui est là derrière. Et quelquefois, pour ces garçons, que c'est leur gagne-pain, que c'est leur métier, et qui se blessent, et qu'après, devant un événement des Jeux Olympiques et tout, à quelques jours ou n'importe quoi, ils se blessent. C'est quelque chose de terrible pour ces athlètes. Ce que je trouve aussi quelquefois de triste, c'est que quand quelqu'un arrive à faire quelque chose de bien, tout de suite c'est suspicieux. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi toujours voir cette suspicion dans quelque chose de bien, de beau? C'est quand même tout un travail qui est là, et quand on a un certain don et qu'on arrive à faire quelque chose, ben, c'est toute la beauté du sport. Je trouve que c'est une très belle phrase pour terminer cette interview. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Robert pour ta présence. C'était très intéressant, et je suis sûr que beaucoup ont appris beaucoup de choses sur ta vision de la course à pied qui a beaucoup changé au fil des années. Oui, je suis sûr que pour beaucoup à m'entendre, je pense que c'est un côté, peut-être une vision ringard, une vision d'il y a 40 ans de ça. Mais je pense que courir n'a pas tellement changé. Courir, on pense que qu'il suffit de commencer à courir et que ça va comme ça, c'est pas. Il y a la respiration, il y a plein de choses quand on court. Et donc, il y a un relâchement à avoir quand on souffre énormément dans la course à pied. Quand on est plus jeune, c'est surtout important d'apprendre à évoluer, de travailler sa foulée, de faire en sorte qu'elle soit plus aérienne. Il y a des exercices pour ça. Donc je pense que tout ça c'est bien. Dans le temps, quand on faisait un peu de musculation, on faisait ça l'hiver dans les salles de musculation. Bon, maintenant, voilà, là ça évolue, comme les étirements et tout, maintenant on ne conseille plus de les faire tout de suite après l'effort. Et ça c'est la médecine qui évolue, la recherche qui évolue, donc tout ça c'est nouveau, là j'évolue avec, je ne change pas. Mais dans la base de la course à pied, je reste sur mes anciens principes. Ça en tout cas c'est super et c'est très intéressant, et en tout cas merci beaucoup. De rien.